La première, podcast. L'invité. Notre invité ce soir, c'est Moustapha Benjafar, président de l'Assemblée nationale constituante tunisienne, avec nous par téléphone depuis le Conseil européen dans le cadre d'une visite que vous menez pour 2 jours ici à Bruxelles. Bonsoir Moustapha Benjafar. Bonsoir. Alors c'est vous qui avez donc présidé les longs travaux qui ont conduit à l'adoption de la constitution tunisienne que l'on a beaucoup commenté ces dernières semaines, largement saluée d'ailleurs aussi au niveau international. On vous décrit, Moustapha Benjafar, comme un grand optimiste, mais est-ce que vous avez toujours été sûr durant les 3 dernières années que vous alliez y parvenir à ce texte de constitution aujourd'hui adopté ? Oui, pour dire la vérité, je n'ai jamais perdu espoir. Il est vrai qu'on est passé par des moments de grande tension, des moments parfois tragiques, avec les 2 assassinats politiques qui ont émaillé la vie en Tunisie le 6 février et le 25 juillet 2013. Mais malgré ces situations, ces accidents, ces moments très très graves, je n'ai jamais perdu espoir et j'avais confiance dans la classe politique, toute sensibilité confondue, que les divergences finissent toujours par être aplanies et que, en tout état de cause, nous allions aboutir à ce compromis. C'est une course incessante vers le compromis et le consensus. Et heureusement qu'on y est parvenu. Ça n'a pas été facile, ça c'est évident, mais nous y sommes parvenus avec un dialogue permanent avec toutes les composantes de la société civile. Ça s'est fait au sein de l'Assemblée, mais ça s'est fait aussi en dehors de l'Assemblée, dans le cadre du dialogue national qui a été instauré par le quartet des organisations syndicales, patronales et la Ligue des droits de l'homme et le Conseil national des avocats. Tous ces partenaires ont servi comme facilitateur pour aboutir à ce résultat qui, maintenant, comme vous venez de le dire, a été salué par le monde entier. Avec quelques critiques tout de même, on va y venir, mais un mot sur justement ce contexte. Est-ce que ces moments dramatiques, ces moments aussi de vive tension, de manifestation, n'ont pas quelque part aussi permis le texte tel qu'il se présente aujourd'hui? On sait qu'au départ, par exemple, le parti islamiste Ennahda était favorable à un texte qui aurait été bien davantage tourné vers l'islam. Ici, la charia n'est pas reconnue comme base du droit dans cette constitution. Est-ce que tout ce contexte, finalement, n'a pas permis ce texte très en pointe aussi, par exemple, sur l'égalité homme-femme ? Non, il y avait des acquis déjà obtenus dès les premiers temps où nous avons commencé à travailler au sein des commissions spécialisées. Il faut dire que la question identitaire a été sur la table dans les premiers mois, mais on l'a dépassé très très rapidement et les concessions de part et d'autre ont contribué à aboutir à ce texte-là. Maintenant, il ne faut pas non plus minimiser l'importance de la contribution de la société civile qui a fait preuve d'une grande vigilance tout au long du processus. Il ne faut pas oublier que le processus a pris près de 2 ans de discussion au sein des commissions, de dialogue national, d'écoute pour les experts et pour toutes les composantes de la société civile, mais je dois dire qu'à tous les moments, il y a eu une vigilance extrême des partis politiques et des organisations syndicales et de la société civile. Donc tout cela a contribué. Maintenant, il ne faut tout de même pas oublier que la Constitution a été écrite, discutée et finalement adoptée presque d'une manière plébiscitaire par 200 voix sur 216 au sein de l'Assemblée nationale constituante, et donc le rôle des députés, toute sensibilité confondue, a été quand même primordial. Alors qu'est-ce que vous répondez, Moustapha Benjafar, à ceux, quelques-uns critiquent quand même le texte, ceux qui disent notamment que c'est une constitution un peu schizophrène, puisqu'on a un même article, par exemple, qui dit que la liberté de conscience est garantie, mais que l'État protège le sacré. Contradiction aussi, selon certains, dans le fait qu'on pointe le droit à la vie qui est sacré, mais qu'il peut tout de même lui être porté atteinte dans des cas extrêmes qui sont fixés par la loi, ce qui permet le maintien de la possibilité d'appliquer la peine de mort. Est-ce qu'on a un texte schizophrène? Ça n'est pas un texte schizophrène, c'est un texte consensuel
Et les exemples que vous venez de citer en sont la meilleure preuve. Cela veut dire que ça n'a pas été fait par des experts entre quatre murs, mais que ça a fait l'objet de débats très approfondis, très difficiles, très durs parfois entre les différentes familles politiques. Et c'est la preuve que c'est une constitution pour tous les Tunisiens et toutes les Tunisiennes. Comme nous sommes une société diverse, que nous sommes partagés par un certain nombre de courants qui nous ramènent d'un côté à rester accrochés à nos traditions, à notre culture arabo-musulmane, mais d'un autre côté à rester ouverts sur le monde. C'est vraiment la caractéristique de la société tunisienne à travers toute son histoire. Ça se confirme dans la Constitution. Il n'y a absolument aucune contradiction entre d'un côté le respect du sacré, mais d'un autre côté la condamnation de tout processus qui peut conduire à des formes de campagne pour l'apostasie et autre chose. Bon, il y a un petit bémol quand même que je dois apporter concernant la peine de mort. Moi, personnellement, j'aurais été favorable à l'abolition de la peine de mort, mais je pense qu'aujourd'hui, la société tunisienne n'est pas encore assez mûre pour cela. Il faudra laisser le temps à l'évolution et chaque société a son rythme d'évolution. Alors, un mot sur la suite maintenant du processus. Est-ce que pour vous, la Tunisie est sur les rails réels de la démocratie avec quand même des difficultés qui demeurent? Il y a cette constitution qui est là, mais il y a des difficultés sur le plan socio-économique avec un chômage, notamment un chômage des jeunes qualifiés ayant effectué un parcours d'enseignement supérieur, chômage très élevé de ce côté-là, avec aussi un risque terroriste qui visiblement existe encore. Est-ce que les rails sont suffisamment solides vers la démocratie? Oui, je pense que si on parle de transition politique vers la démocratie, je crois que le train est vraiment sur les rails. Et d'ailleurs, cela va contribuer, en partie en tout cas, à aborder et à affronter les autres défis que vous venez de souligner, notamment les défis socio-économiques. La situation sécuritaire est en train de s'améliorer d'une manière visible, perceptible, avec les résultats obtenus par les forces de police, les forces de garde nationale, l'armée, dans tous les secteurs, et le pays est sécurisé. Il ne faut pas oublier qu'on a reçu pas loin de 7 millions quand même de touristes l'année dernière, et donc la situation n'est pas mauvaise de ce côté-là. Reste la question sociale, elle est au centre des défis d'aujourd'hui et de demain. Et évidemment, nous allons nous y employer dans un climat apaisé, il faut dire, après l'adoption de la Constitution, nous allons l'aborder dans de meilleures conditions, grâce à la mobilisation des efforts de tous les Tunisiens, mais aussi et grâce au soutien de nos amis d'Europe et d'ailleurs. Justement, en un tout dernier mot, qu'est-ce que vous attendez de l'Europe et des dirigeants européens que vous avez justement rencontrés aujourd'hui? Eh bien, nous attendons un soutien massif parce que on parle beaucoup de modèle tunisien. Le modèle tunisien n'est pas encore tout à fait fini ni finalisé. Nous avons une étape pour préparer les prochaines élections. Il faut continuer à sécuriser le pays, mais il faut effectivement apaiser et répondre à ces attentes énormes. Vous avez souligné le chômage des jeunes et des jeunes diplômés. C'est un des problèmes majeurs. Il y a l'autre problème qui est la disparité entre les régions côtières et les régions de l'intérieur. Évidemment, ça ne peut pas être résolu en un clin d'œil. Ça demande des réformes, ça demande toute une stratégie. Et nous faisons appel à nos amis européens pour que le partenariat privilégié dont on parle très souvent soit un partenariat stratégique plus équilibré, avec une vision nouvelle fondée sur une stratégie de co-développement. Eh bien, merci Moustapha Benjafar de nous avoir accordé cet entretien dans une journée que je sais chargée de rencontres justement avec les dirigeants belges et européens. Je précise aussi qu'on pourra vous entendre dans un entretien tout en longueur ce lundi dans Face à l'info, une demi-heure d'entretien que nous proposera lundi Eddy Kakelbergs avec vous. La première, podcast.